Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée à l'information boursière et à l'analyse technique selon ma méthode personnelle. Aujourd'hui, samedi 21 mars, et pour la deuxième fois ce mois-ci, je réalise une newsletter, mais cette fois-ci, une newsletter spéciale pour expliquer la raison pour laquelle les marchés se sont effondrés de cette manière, donc le krach boursier, les trois mécanismes qui ont eu raison de la chute des marchés financiers, et par la suite donc j'expliquerai ce qu'il est possible de se produire dans les semaines et mois à venir, puisque voilà, je suis un spécialiste, un survivant des deux krachs, un survivant en tant que particulier, voilà, du krach techno puis du krach des subprimes, ainsi que du flash crack de 2011, de la correction de 2018. Donc voilà, selon mon expérience, je vous expliquerai ce qui est possible de se produire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphane Breuil, trader pour compte propre à plein temps depuis novembre 2016. Je connais très bien les marchés financiers puisque je les suivais régulièrement. J'ai commencé donc en mars 2000, juste au moment du krach, voilà. Et donc après une expérience professionnelle dans le milieu de la santé, j'ai décidé de laisser libre cours à ma passion, donc trader sur compte propre. Je rappelle donc, voilà, j'ai publié régulièrement une performance où à la fin de 2019, j'étais à la 4e année d'affilée positive. Un plus haut historique sur mon portefeuille trader le 20 janvier de cette année, et un plus haut historique sur mon portefeuille investisseur PEA le 12 février de cette année, soit 12 jours avant le commencement du krach. Alors, et effectivement, aujourd'hui, ce qui se passe est extrêmement grave, puisque à l'heure où je vous parle, nous avons 11 129 morts dans le monde dus au coronavirus, donc ce sont des sources de ce matin, et 255 000 cas, et tout cela provoque un krach. Donc je vais revenir sur les mécanismes de ce krach et les trois raisons pour lesquelles les marchés se sont effondrés. Ce n'est peut-être pas terminé. Alors, la première raison pour laquelle les marchés se sont effondrés, c'était leur surévaluation. Je l'ai maintes fois rappelé, notamment l'année dernière, que les marchés étaient nettement surévalués d'après mes sources, des sources fiables. Et ceux qui vous disaient que ce n'était pas vrai, vous racontaient n'importe quoi, parce que les marchés étaient nettement plus surévalués déjà que lors du krach technologique. Donc ce n'est pas étonnant donc lorsqu'il y a un problème comme le coronavirus, une crise sanitaire, que les marchés s'effondrent, voilà. Parce que je vous fais un petit rappel, le SRAS en 2003 en fait était quasiment passé inaperçu. Pour quelle raison? Parce qu'on sortait du krach technologique, les marchés ne valaient plus rien. Donc voilà, ok. Là, ils sont très chers, donc forcément, cela accélère la chute. Alors, l'année dernière, les banques centrales ont coupé leur taux d'intérêt, les entreprises ont racheté leurs actions. J'avais bien notifié dans une newsletter que les rachats d'actions étaient supérieurs au programme de quantitative easing de la Réserve fédérale américaine. Et j'avais expliqué ça sur une newsletter début 2019, qu'en fait, lorsqu'on était sur un haut de cycle, donc c'était le cas avant la chute, un haut de cycle, et bien la Fed baissait ses taux, les entreprises rachetaient leurs actions, mais ça n'empêchait pas la chute des marchés. Parce que si vous voulez, l'histoire se répète. Je vous le redis une fois de plus, l'histoire se répète, et se répétera. Je vais y revenir lorsque je vais expliquer ce qui risque de se produire suite à cette chute. L'histoire se répète, donc les rachats d'actions, les coupes des taux d'intérêt ne marchent pas. Et là, c'est ce qui s'est produit, puisque la Fed a coupé de 0,50 le 3 mars, ça n'a rien fait, au contraire, ça s'est bien écroulé par la suite. Et le dimanche 15 mars, aux surprises, la Fed baisse de 100 points de base, ramène ses taux à 0,25, ce qui fait que là, les marges de manœuvre sont très faibles en cas de récession. Et en fait, ça n'a rien fait. Et depuis, des entreprises ont arrêté d'acheter leurs actions, parce que voilà, elles pourraient être en difficulté. Ce qui se passe actuellement n'est pas surprenant, puisque en 2019, il y avait une inversion de la courbe des taux américains, ce qui est annonciateur d'une récession. Ça, voilà, c'est toujours un peu, voilà, l'histoire se répète. On vous dit, mais non, il n'y aura pas de récession, tout va bien. Alors que dans l'histoire,
Toute inversion de la courbe des taux entraîne une récession les mois suivants, les mois et trimestres suivants. Donc j'avais alerté sur la surévaluation des marchés et le fait que l'on ne prenait pas en compte le retournement macroéconomique. Alors l'histoire se répète, je vous l'ai dit, mais certaines règles ont été modifiées sur les marchés financiers. Déjà la correction de 2018, très violente, très violente, donc quelque part on voulait en sécher quelques-uns, et surtout après c'est cette remontée de 2019, puisque je peux vous dire que techniquement à un certain niveau cela n'aurait pas dû passer. Alors je l'ai plus en mémoire, mais à un moment ça n'aurait pas dû passer d'un seul coup, d'accord, ça c'était historique, comme si on avait voulu modifier une règle établie. C'est-à-dire que là, voilà, allez, on embarque un maximum de monde, on rend les marchés invincibles, on vous habitue à des marchés invincibles, parce qu'en fait, l'économie se retourne, mais la bourse continue à monter, voilà, avec les algorithmes, ça je vais y revenir, jusqu'à un point culminant proche des 30 000 points sur le Dow Jones. Alors je m'attendais à une bulle terminale, parce que j'expliquais depuis de nombreux mois que c'était une bulle lente, et je m'attendais, comme en 99, à une bulle terminale, c'est-à-dire qu'en 5-6 mois ça double ou ça triple, voire plus. Et ça ne s'est pas produit. Donc on vous habitue à un marché invincible. Et j'annonce en décembre 2019 qu'il y a un risque de correction, voilà, parce que c'est technique, j'explique ça. Sur mes newsletters, j'en ai reparlé notamment lors de la newsletter de mars, qu'il va y avoir une correction, qu'il va y avoir un prétexte à cette correction, c'est voilà, c'est exactement ce qui se produit, le coronavirus est là, et le prétexte, mais par contre, personne ne s'attendait à un effondrement des cours, comme si bien sûr voilà c'était préparé, parce qu'en fait qu'est-ce qui s'est passé en 2019? En 2019 beaucoup savaient que ça ne remonterait pas, en fait il devait y avoir un pullback, ça devait rebaisser, d'accord, et en fait c'est passé, donc quelque part on sèche les shorts, d'accord. Et en 2020 qu'est-ce qui se passe? Forte montée des biotech en début d'année. D'ailleurs j'ai pris voilà quelques insultes quelques-unes, c'était pas méchant. Vous connaissez mon amour pour les bibliothèques. Voilà, et puis ces gens-là, ils sont ruinés, je pense, maintenant depuis quelques semaines. Et c'est bien fait pour eux. Donc, forte montée, et on vous habitue, voilà, on vous habitue à ce marché. J'avais parlé notamment sur Twitter que le BX4 était manipulé, il y avait des choses pas très claires. Vous voyez, des signaux qui normalement doivent passer, et ça passe pas, c'est bizarre, hein. Donc on vous a habitué à un marché invincible, et là qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là quand ça commence à chuter? Vous vous dites, mais de toute façon les banques centrales vont intervenir, d'accord, vont continuer à intervenir, parce qu'au départ on ne tenait pas compte de ce virus, au départ, on n'en tenait pas compte de ce virus. Donc les banques centrales vont intervenir, et de toute façon, qu'est-ce que ce sont des investisseurs? Ils se sont dit, ben, Trump, de toute façon, il veut se faire réélire en novembre 2020, donc il va tout faire pour que les marchés ne s'écroulent pas, voilà. Donc quelque part, on vous manipule psychologiquement, on vous habitue psychologiquement à une tendance, c'est-à-dire en fait, 2019, forte remontée, les shorts, ils perdent beaucoup d'argent, forte remontée, mais qu'est-ce qui se passe, c'est pas normal, et en 2020, là ça commence à craquer, d'accord, mais on vous a habitué à un marché invincible, et de toute façon, Trump, lui, ne laissera pas faire ça, eh ben non, voyez, comme si en fait, depuis fin 2018, on cherchait à vous piéger. La deuxième raison pour laquelle les marchés se sont effondrés, ben voilà, c'est le coronavirus, crise sanitaire mondiale, paralysie de l'économie mondiale. Donc forcément, tout s'arrête. La bourse s'écroule. Alors je vais faire une petite parenthèse. La petite parenthèse, c'est que les complotistes vont faire recette, ou font déjà recette, ou toute personne qui s'écarte un petit peu de la médiane, d'accord? Parce que si vous voulez, bon, ce n'est quand même pas très clair tout ça, hein. Donc on paralysie l'économie mondiale. Actuellement, il y a donc 11 129 décès ce matin, 21 mars, dans le monde.
255 000 cas. Il est vrai qu'au début, l'OMS, le directeur général de l'OMS disait de continuer à voyager. Les médias se sont bien empressés de, si vous voulez, d'amplifier ce phénomène, de provoquer une panique. Moi, je suis donc les infos en temps réel, donc voilà, le moindre cas, la moindre personnalité, voilà. Donc ok. Donc amplification. Je rappelle, et selon les chiffres de l'OMS et du Center Disease of Control américain, qu'en décembre 2017, 650 000 jusqu'à 650 000 personnes sont décédées de la grippe saisonnière. D'ailleurs, Donald Trump, le 9 mars, fait un tweet. En 2019, il y a 37 000 Américains qui sont décédés de la grippe saisonnière. La grippe saisonnière aux États-Unis tue 27 à 70 000 personnes par an. Cette année, je précise qu'il y a 26 à 36 millions d'Américains qui ont donc eu la grippe. D'accord, 26 à 36 millions d'Américains. Voilà, donc toutes ces choses-là. Donc Trump, il explique bien. Beaucoup de morts, énormément de morts, beaucoup de personnes qui attrapent la grippe saisonnière. Et l'économie n'est pas arrêtée. D'accord, on n'arrête pas l'économie, voilà, alors qu'il y a beaucoup plus de morts. Donc tous les ans aux États-Unis de la grippe, et même dans le monde qu'actuellement. Alors bien sûr, voilà, j'explique un petit peu, hein. Je le répète, c'est très grave ce qui se passe. Mais voilà, pourquoi on arrête tout alors que voilà, c'est beaucoup moins grave entre guillemets. Il faudra voir bien sûr la suite. Qu'est-ce qui va se passer maintenant que la grippe saisonnière? Alors il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de vaccin, mais on annonce, le ministre de la Santé annonce qu'il y a 98% des cas qui guérissent. D'accord? 87% des décès sont des personnes supérieures à 70 ans, donc qui sont en fragilité. La grippe saisonnière en 2019 a tué 13 000 personnes en France. Un peu plus de 13 000. Et là, il y a 450 décès liés au coronavirus. Voilà, donc les faits sont là, mais quand même, la grippe saisonnière et d'autres maladies, je pourrais m'étendre, tuent beaucoup plus de monde et beaucoup plus de monde sont affectés. Et donc, l'économie mondiale n'est pas paralysée pour autant. Donc on peut comprendre d'après ces chiffres que les complotistes puissent faire recette. Le fait est que voilà, les faits sont là, que l'économie est paralysée, donc forcément, crise sanitaire, chute des bourses. La troisième raison de la chute des marchés financiers, chute brutale, vraiment, on va dire, je dirais, meurtrière, d'accord? Eh bien ce sont les algorithmes. Le monde change, la finance change. Alors attention, je ne vais pas faire comme beaucoup en disant que c'est la faute des algorithmes, non. C'est voilà, c'est comme tout ce que je vous explique là. Moi je constate, voilà, c'est tout. Maintenant, ce sont surtout les algorithmes qui sont présents sur les marchés financiers. Beaucoup d'opérations sont dues aux algorithmes. Et donc voilà, c'est comme ça, le monde est comme ça. Je ne dis pas que c'est la faute des algorithmes, mais j'explique que la conséquence, ce sont les algorithmes. D'ailleurs, j'ai une petite discussion il y a quelques temps, là. C'était, je crois, il y a 8 jours. Avec une personne, voilà, qui a un certain niveau, voilà, qui est dans le milieu de la finance. Et nous étions totalement d'accord, c'est-à-dire que si les algorithmes n'étaient pas présents ou peu présents, le marché n'aurait pas chuté de cette manière. D'accord? C'est-à-dire aussi brutalement. C'est-à-dire que peut-être qu'on serait allé là où on est. D'accord? Mais pas aussi rapidement. Parce que là, je vais y revenir après. Voilà, les plus importantes chutes, etc. Les plus brutales de l'histoire. Ben oui, ben c'est quoi? C'est les algorithmes. Parce que, voilà, une fois qu'il est programmé, il est programmé. Hein, ça, c'est voilà. Donc, s'il n'y avait eu que des humains, il y a certaines zones de support, 4700, 4300, pour parler du CAC, qui auraient résisté, je dirais, un petit peu. D'accord? Alors, s'il y en a une qui lâche, il y a l'autre derrière quand même. Hein, d'accord? Mais voilà, une fois que l'algorithme est lancé, mais ça, je l'ai expliqué au sein d'une newsletter, voilà, tout le monde va dans le même sens. Donc, forcément, la chute est plus importante. Et c'était la même chose à la hausse.
Pourquoi ça a monté, les paliers sautés? Parce que voilà, les algorithmes sont branchés et puis vogue la galère, d'accord? Là voilà, donc les algorithmes, le nouveau monde, c'est comme ça maintenant, les algorithmes amplifient la chute des marchés, avec donc un plus bas sur le CAC à 3632 points pour le moment. Là nous avons repassé les 4000 points, voilà. Voilà, donc les trois éléments qui ont provoqué cette chute brutale. Maintenant, je vais passer aux conséquences. Alors, je reviens un petit peu sur l'actualité. Donc, après des marchés surévalués, nous avons maintenant l'envers du décor. Donc, après des marchés qui sont montés au plus haut, et cela ne s'était jamais produit depuis le crack de 29, d'accord? C'est-à-dire qu'un retournement de l'économie et une montée des bourses. Là maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est la chute la plus brutale depuis 1929, d'accord? C'est comme je le disais dans ma dernière newsletter, le retournement de la veste. Là, c'est la grande descente. Alors, la réserve fédérale. Alors, je vais vous expliquer un petit peu par rapport aux anciens cracks. La réserve fédérale coupe ses taux d'intérêt, donc de 0,50. Elle avait fait la même chose suite à la chute de Lehman Brothers. Ça n'a pas empêché le plongeon des marchés, d'accord. Également, l'interdiction de la vente à découvert n'avait pas empêché le plongeon des marchés, surtout que à l'époque, les positions de vente à découvert étaient très faibles. Voilà, rien n'a empêché la chute. Et vous voyez, quand Donald Trump annonce un chèque de 1000 $, aux Américains, voire 2 chèques de 1000 $, ça n'empêche pas la chute. Parce qu'en fait, les mesures de la réserve fédérale mettent du temps, si vous voulez, à produire leurs effets. Le problème, c'est que là, nous sommes dans un océan de liquidité. Voilà, c'est comme si vous noyez un alcoolique dans un tonneau de vin, j'ai vu ça, et c'est vrai. Donc on met encore plus de liquidité. Et là, pourquoi ça chute aussi comme ça? Parce que les entreprises, les investisseurs sont en difficulté, donc ils sont obligés de vendre massivement leurs titres. Ok? L'histoire se répète et donc il n'y a pas d'exception à la règle. Je vous ai dit maintes fois de prendre vos décisions par vous-même, de vous former, d'accord? C'est votre propre expérience, votre formation qui vous permettront, j'espère, de vous en sortir sur les marchés financiers. Et comme le disait Stan Weinstein ou encore Jess Livermore, qui était considéré comme le meilleur, n'écoutez les conseils de personne et surtout pas ceux de la presse, voilà. Puisque là, comme d'habitude, comme la crise subprime et comme le crack technologique, voilà, on vous induit en erreur. On vous parle de capitulation le 6 mars, alors qu'effectivement, il y a encore de fortes ventes le 13, le 16 et le 18. Le 18, on pourrait parler de capitulation, c'est-à-dire que là, le 18 mars, c'est là où on a touché le point bas. Mais en fait, ce n'est pas une capitulation, ce n'est pas vrai. On parle de capitulation, ça ne fait juste que baisser, d'accord? C'est comme si on vous disait, c'est la capitulation, c'est le moment d'acheter, d'accord? Une capitulation, on a commencé une capitulation, et bien vous avez une forte chute, alors plus ou moins rapide. Là elle est rapide, vous avez un rebond plus ou moins important qui n'a pas eu encore lieu, et après vous avez une baisse terminale, la capitulation des vendeurs, les derniers paniques, c'est la panique, ça là en fait. Vous vous dites, allez là je vends pas parce que ça va remonter, c'est déjà très bas, d'accord, très très bas, mais là, voilà, il y a un schéma là-dessus, hein, mais ce n'est pas encore très très bas, et là, quand c'est vraiment plus bas, vous dites là c'est fini, si je ne vends pas maintenant, voilà, je perds tout, c'est la capitulation. Et à l'inverse, voilà, il y a la bulle terminale, comme en 99, hein, ça, en 6 mois, ça double, ça triple, et là c'est la capitulation terminale. C'est ça une capitulation. On parle de capitulation, mais il n'y a pas de capitulation. C'est comme quand on vous dit que ce n'est pas certain qu'il y ait une récession, et qu'il y ait une récession longue et grave. Ce n'est pas certain. On peut lire ça aussi. On vous parle de bear market le 11 mars. On vous dit le Dow Jones est en bear market. Les indices américains les marchés américains sont en bear market. Alors je vous invite à lire ma vidéo, à voir ma dernière vidéo sur le Nasdaq. Et j'explique que le Nasdaq, et encore ce vendredi, n'est pas en bear market. Je dis pas que ça va pas arriver,
mais il n'est pas en bear market. Et le 11 mars, quand on annonce que les marchés américains sont en bear market, le Dow Jones est encore au-dessus de sa SSB mensuelle. Donc le Dow Jones à ce moment-là n'est pas en bear market. Et les analystes, ils vous disent quoi? En tout cas, certains analystes en pleine chute des marchés financiers, soit du 9 au 10 ou 11 mars, on peut remarquer des analystes qui vous invitent massivement à l'achat. D'accord? On vous invite massivement à l'achat. JP Morgan, le 11 mars, annonce que les marchés US sont intégrés désormais à un scénario trop défavorable à ce moment-là. Le Dow Jones clôture à 25 018 et ce vendredi, il a clôturé à 19 173. Le 18 mars, la Banque Richelieu vous dit de ne pas vendre vos actifs, que nous sommes dans l'irrationnel et qu'il faut profiter du sell-off. Alors ça, vous savez, ça c'est la chose voilà, que l'on a vu, que j'ai entendu lors des précédents cracks et qu'il ne faut surtout pas dire. D'accord, ne vendez pas vos actifs, gardez vos actions. Au contraire, il faut profiter du sell-off. C'est comme quand notre président nous dit surtout n'écoutez pas les complotistes. Voilà, ce sont des choses qu'il ne faut pas dire, qu'il ne faut surtout pas dire. Ce sont des choses que l'on voit à chaque crise, l'encouragement à acheter alors que la chute est loin d'être terminée. Et si vous êtes encore vivant lors du prochain crack, et bien voilà, vous verrez que c'est la même chose. Et je tiens à signaler que le 19 mars, soit jeudi, là, avant-hier, voilà, maintenant, alors que nous sommes au plus bas, pour le moment, nous avons touché le plus bas le 18, les analystes, certains analystes vous disent, voilà, là c'est la fin, ils dramatisent, après vous avoir dit d'acheter, d'accord, le 9, le 10 et le 11, là, quand on a touché le point bas, il y a eu quand même un beau rebond, mais c'est pas grand chose, là, ils dramatisent, d'accord, ça c'est toujours pareil. Si vous lisez Weinstein, voilà, et Weinstein il a écrit son livre en 1987, d'accord. Donc c'est pareil. C'est pour ça que lorsqu'on sera au plus bas, on vous dira de vendre. Mais les mêmes vous auront dit d'acheter au début de la chute, d'accord. Ça, ce sont des faits vérifiables. Et là, voilà, tout ce que j'ai pu raconter, vous l'avez en direct live. C'est la vérité. Voilà, c'est ce qui se passe. Alors, je voulais également ajouter deux choses. D'abord, le 18 mars, j'ai vu donc le gouvernement norvégien fait un pas vers les pleins pouvoirs. Voilà, bon, après, vous en penserez ce que vous voudrez. Et le 20 mars, hier, donc le gouvernement norvégien se trouve en difficulté. Alors, imaginez si la Norvège fait défaut. Est-ce que les conséquences, d'accord? Je reviens également sur Total. Alors, je ne donne pas de conseils. Je n'ai pas l'habilitation, je ne me permettrai pas de donner des conseils. Odo, justement, et pour une fois, je suis d'accord avec Odo, voilà, parle de Total. Voilà. Effectivement, Total est une entreprise solide. Moi, d'ailleurs, j'ai des titres. Hein. J'ai des titres. Et donc, lorsque ça va repartir, lorsque l'économie va repartir, Total on profitera. C'est vrai que tous les cracks pétroliers, ben, au bout d'un moment, ça remonte. Donc Odo est confiant sur Total et je suis d'accord avec lui. Attention, ce n'est pas un conseil. Je dis, moi je suis d'accord, effectivement, c'est logique. Voilà. Forcément, la consommation de pétrole, ils ne sont pas que dans le pétrole Total, hein, repartira dès que tout sera calmé donc sur les marchés. Voilà, ben maintenant écoutez, je vais vous dire ce que je pense de tout ça et suivant mon expérience des cracks, et ben voilà, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui risque de se passer, ben je vais vous donner mon opinion. Alors, je vous ai exposé les faits. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vous renvoie vers ma vidéo. Donc, le CAC 40 tient pour l'instant les 3880 points. Très important. Donc, il faut tenir d'ici le 31 mars. Le Nasdaq tient pour l'instant, donc n'est pas en bear market, les 6960 points. Il a clôturé pas très loin la vendredi hier. Ensuite, le Dow Jones est en difficulté puisque là, il a 19 173, donc les prochains supports c'est 18 000 et environ 16 700. Donc là, il bascule un peu le Dow Jones. Voilà, ce qui se passe actuellement est extrêmement grave. Paralysie économique. Tout est arrêté ou presque, d'accord? Crise sanitaire qui entraîne une paralysie de l'économie mondiale.
Voilà, c'est, si vous voulez, c'est un marché, une société très endettée. En 29, c'était pareil. Ils avaient 90% de leurs titres à l'emprunt. Ils avaient emprunté 90% de leurs actions. Donc ils n'ont pas pu, c'est l'effet boule de neige. Hein. Ils ont été en difficulté, donc il y a eu des ventes massives. Effectivement, ils n'ont pas pu rembourser, etc., etc. L'effet boule de neige, ça a entraîné des faillites en cascade et c'est ce qui risque de se produire. Donc là, les conséquences peuvent être relativement dramatiques pour l'économie mondiale. Donc une crise. Et c'est vrai que là, on pourrait vraiment penser que nous allons avoir droit à une dépression. Une dépression, et effectivement, ça va entraîner des dégâts considérables, des faillites en cascade. Donc toutes les entreprises ne pourront pas être sauvées. D'accord, on s'attend, vu là actuellement ce qui se passe, étant donné que c'est pas terminé, il y a encore des morts en Iran, beaucoup de morts en Iran, beaucoup de morts en Italie, il y a de plus en plus de cas, voilà, ça continue, en fait ça continue, d'accord. Il suffit que Trump il chope le virus, voilà. Donc là ça risque de durer. Il parle d'un confinement qui va durer un peu plus, donc effectivement plus ça va durer, et bien plus les dégâts seront, on va dire, irrémédiables. Alors soi-disant qu'en Chine ça repart un peu, bon, il faut voir. Donc voilà à quoi s'attendre. Alors je dirais maintenant il y a deux solutions et je dirais attention. Attention parce que qu'est-ce que je vous ai dit? On vous habitue psychologiquement à un état de fait. En 2018, ça y est, c'est le crack. Mais non, malheureusement, ça rebondit en 2019, c'est complètement irrationnel. On dépasse les anciens plus hauts de 2018, etc. On va très haut, en tout cas pour les US. Donc vous attendiez pas à ça, je vous l'ai déjà dit. D'accord? De même que vous ne vous attendiez pas au crack vraiment très sévère actuellement en cours. Puisque voilà, Trump, je vous l'ai dit, hein, Trump veut se réélire, donc il ne laissera pas faire le crack. Au contraire, il a dit si je ne suis pas réélu, vous connaîtrez un crack magistral, et bien là c'est lui qui le connaît. Donc on vous habitue psychologiquement à un état de fait, et là c'est ce qu'on veut que vous pensiez quelque part. On veut que vous pensiez qu'il va y avoir une grave dépression, que tout va s'effondrer, et que les points bas, bien sûr, ne sont pas atteints et sont loin d'être atteints. D'accord? Voilà, ça je le fais remarquer. Bien sûr, le fait qu'on aille vers une grande dépression, et la probabilité, je dirais, actuellement est très forte. Surtout si il continue à avoir des cas, et continue à avoir des morts. Donc c'est sûr que voilà, ça va être très compliqué. C'est un peu voilà une mise à jour, enfin un reset du système là, ce qui se passe. Hein. Bien, maintenant en fait il y a deux solutions. La première solution, tout va rentrer dans l'ordre et les investisseurs vont considérer qu'on a été trop loin dans la baisse et ça va repartir tout doucement, tout doucement, d'accord. Ça va repartir avec, ça va être erratique. Des rebonds, on va rebaisser, mais bon. Si vous voulez, actuellement, les points bas, je crois que le CAC c'est 3632, il me semble. Il se peut que les points bas ne soient pas enfoncés. Dans cette probabilité où le marché juge qu'on a été trop loin, c'est là qu'en fait, ça se règle là assez vite. On trouve un traitement, bon, je vous rappelle que voilà, 98% des personnes guérissent en France, c'est le ministre qui l'a dit. Mais on trouve quelque chose d'efficace, un vaccin. Voilà, bon après. Et donc ça se règle assez vite. Donc en fait c'est la correction très sévère. Parce que comme je dis, chute brutale, rebond brutal. Donc vraiment, on juge qu'on a été trop loin. Ça repart assez vite. Et là, ça repart. Parce que si vous voulez, techniquement, le cercle Dow Jones actuellement est un peu en difficulté. Mais techniquement... Et ça, j'y viendrai bien évidemment dans les newsletters suivantes. Techniquement, ça tient encore. Ça, je l'explique bien. 3880 points à tenir sur le CAC. Il y a d'autres éléments qui montrent que les indices tiennent encore. C'est-à-dire qu'on est... Voilà, le pire n'est pas certain. Voilà. Donc ça, ce sera à suivre. Après, l'autre solution, effectivement, et bien voilà. C'est ce que je vous ai dit, la dépression. Et là déjà on va en savoir plus sur les résultats d'avril. Les résultats du premier trimestre et surtout également les résultats du deuxième trimestre. En gros si vous voulez au mois d'août on en saura plus. Voilà.
Donc comment les investisseurs vont analyser les résultats d'avril déjà, et notamment d'Apple et compagnie, sur le Nasdaq qui tient pour l'instant, Facebook, Amazon, Google, voilà. Donc est-ce qu'ils vont être indulgents? Allez, on va être indulgents, ça a beaucoup baissé. Les banques centrales relancent la machine, il y a un peu d'hélicoptère monnaie, donc allez, on va être sympa, on va faire repartir la machine, d'accord? Ça, on va être vite au courant, d'accord? On va vite le savoir, parce que vers le 10 avril, ça commence, hein. Puis les résultats européens aussi. Donc là, première chose, là on en saura plus, hein. Donc la newsletter, la prochaine, je la fais pas tout de suite, donc voilà, déjà on en parlera. Donc première chose, et suivant ce qui va se passer, après, imaginons qu'ils soient indulgents. Peut-être, hein. Mais après il y a le résultat deuxième trimestre, comment ça va se passer par la suite? Comment ça va se passer? C'est loin, là, juillet, le mois de juillet. Donc il faut compter résultat, donc deuxième trimestre, résultat d'avril, et après troisième trimestre, résultat de juillet. Donc là, effectivement, en août, voilà. Mais clairement, d'après ce que je vous ai expliqué, moi je m'attends à tout, hein, mais bon, clairement d'après ce que je vous ai expliqué, le processus est le même que lors des précédents cracks. Il se peut que bien sûr, le point bas n'ait pas été atteint, et qu'il y aura un rebond et qu'on est loin du plus bas, même si, voilà, il y a certains seuils techniques à tenir. On va vite savoir, est-ce que les 3632, c'est les plus bas qui ont été atteints définitifs? Je dirais peut-être oui, mais on attend les résultats. Et déjà, on va voir lundi, là, parce que là, ça a rebaissé vendredi soir. Voilà, on est dans une crise. Et les conséquences, eh bien voilà, je vous les ai données. Donc il faut s'attendre au pire. Merci de votre écoute. J'espère que vous avez aimé cette newsletter, qu'elle vous a apporté quelque chose. Mettez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mettez-moi des likes, partagez cette vidéo. Prochaine analyse. J'analyserai le pétrole, le bitcoin et l'or. Abonnez-vous à ma chaîne. Voilà, et bien, je vous dis à bientôt.